Pourquoi parle-t-on dans nos milieux de travail à propos du deuil? Freud n'a pas trouvé de meilleur mot pour rendre compte de l'éprouvé et de la durée qu'emporte le deuil avec lui. C'est que l'étymologie allemande du mot Arbeit, utilisé par Freud, diffère de celle dont s'origine la traduction française. Travail, en effet, vient du latin trepalium, voulant dire torture, quand Arbeit a d'abord eu le sens de douleur, bien plus affine précisément à l'éprouvé du deuil. Ce dont d'ailleurs rendent compte, cette fois, aussi bien l'étymologie germanique de Trauer que le latin dolere, d'où provient le mot français deuil. Freud réservant quant à lui le terme de torture, Selbstquälerei, écrit-il, à la mélancolie. Ce n'est donc qu'en français que travail est associé à torture. Autant le travail de deuil, die Arbeit, welche die Trauer leistet, écrit Freud, implique pour lui un vel entre amour et objet perdu. L'objet perdu se maintient psychiquement, précise-t-il très précisément. Autant la torture que s'inflige le mélancolique relève d'un ravage sans objet perdu. Je cite Freud, les représentations inconscientes de l'objet ont abandonné la libido. Mais, point crucial pour Freud, et travail oedipien, et torture mélancolique psychotique sont deux réponses cliniques, certes distinctes, mais secondes l'une et l'autre, à l'existence inouïe d'un réel incurable, lui, transclinique. Ce dont rend compte le résultat d'une analyse menée jusqu'au bout. C'est qu'il y a un réel, distinct de l'objet perdu. La structure ne supprime pas le réel à quoi elle répond. Bout de réel sans autre, sans pourquoi, toujours déjà rencontré avec le corps. Un autisme donc, d'une certaine manière, mais alors transclinique, non pas du sujet, hélas, mais de l'énigme du corps qu'on a. Rätsel, écrit Freud, et dont la rencontre, tout ce qu'il y a de plus hétéro, nous rend non pas différents des autres, mais autres à soi-même. Quelle réponse clinique donner, entend-on souvent, à propos de deuil et de mélancolie? Mais travail de deuil et torture mélancolique sont donc déjà des réponses cliniques. Reformulons donc la question ainsi. Comment et dans quelle mesure ne pas interdire que le bout de réel, sans autre, si vite oublié derrière les 1001 interprétations, ait chance de parvenir à destination. Et ce, alors même
que ce bout de réel est ininterprétable. L'enjeu, remarquons-le, n'empêche nullement le bon usage des médicaments lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires. Comment en effet un patient pourrait-il seulement vouloir élucider quoi que ce soit quand la souffrance confine à la torture? Encore faut-il que les médicaments ne se substituent pas à l'expérience d'analysant, celle qu'on choisit personnellement d'entreprendre ou qu'on n'entreprend pas. Et aussi, encore faut-il que le partenaire analyste sache lui-même d'où il commet sa propre lecture du cas en question. Il y a ce qui relève de la mise de l'analyste au sein du couple analysant-analyste, et il y a d'où je commets seul une lecture du cas de celui qui s'adresse à moi. Mise et lecture ne se confondent donc pas. Isoler comme je peux le bout de réel auquel chaque patient a affaire, et ce à rebours du secours qu'offre la structure des discours, relève autant de la rigueur que de la modestie. Rigueur, parce qu'elle convoque l'analyste à devoir distinguer objet perdu et bout de réel. L'objectita n'étant que le répondant structural d'un réel, lui, hors structure. Mais modestie aussi, puisqu'en ce qui concerne un bout de réel sans autre, le partenaire analyste ne peut l'isoler qu'à tâtons, dans le noir, toujours en moins bien que le fera peut-être un jour le patient lui-même, du moins s'il en a l'heure et le goût. Et si, aussi bien, le partenaire analyste ne lui embarque pas le chemin, ce chemin dont l'analysant peut être parfois, hélas, leurré de quelques fins plates, écrivait Lacan en 1975, s'adressant ainsi aux analystes eux-mêmes. Voilà.